le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre attention. Voici les titres de ce journal. Les conditions de la rentrée après la période de fête. Le code rouge sera toujours d'application au moins jusqu'à la mi-janvier. Détail en direct avec Laurent Rare. La campagne de vaccination contre le coronavirus devrait débuter le 5 janvier chez nous. C'est une précision du Premier ministre. Les soignants seront parmi les prioritaires. Leur réaction dans un instant. Une explosion sans doute due au gaz provoque l'effondrement d'une maison à Liège. On compte 7 blessés dont 2 graves. Et cela réveille de douloureux souvenirs dans la cité ardente. Donald Trump, désavoué parlant de ses plus proches alliés, William Barr, le ministre de la Justice, il affirme n'avoir relevé aucune fraude lors de la présidentielle. On en parle avec Pauline Simonet en direct de Washington. Enfin, l'épopée des musiques noires à découvrir dans une superbe expo qui rouvre ses portes demain au Hall de Schaerbeek. C'est une information importante qui concerne la rentrée scolaire en janvier, après les congés de fin d'année. Donc, les élèves ne reprendront pas en rythme classique. Bonsoir Laurent Rare, c'est une certitude, le code rouge sera encore d'application. Oui, pas de changement pour les élèves francophones, au moins jusqu'au 15 janvier. C'est ce qu'indique la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, les élèves de la 3e secondaire jusqu'à la 7e continueront d'aller à l'école la moitié du temps. C'est le fameux enseignement hybride, moitié de présence à l'école, moitié de présence à la maison. Autre annonce, ce système sera prolongé, je vous le disais, jusqu'au 15 janvier au moins. Il y aura une évaluation pendant la première quinzaine du mois de janvier et on verra alors la suite qui pourrait éventuellement signifier un retour de tous à l'école, je dis bien éventuellement. Autre annonce, c'est le congé de carnaval. Contrairement aux vacances de Toussaint, le congé de carnaval ne devrait pas être prolongé, mais la situation pourrait être réévaluée si la situation épidémiologique l'exige. Et enfin, dernière information, les chiffres compilés par les acteurs et par les experts sanitaires tentent à démontrer, encore une fois, que l'école n'est pas le moteur de l'épidémie. Les cas de contamination et les mises en quarantaine ont fortement diminué et il continue encore de diminuer au fil des semaines. Merci à vous Laurent pour toutes ces précisions. Une autre date en perspective, le 5 janvier. La vaccination contre le coronavirus devrait alors débuter chez nous. Un vaccin gratuit, non obligatoire, avec des groupes prioritaires. Une nouvelle réunion pour définir la stratégie est prévue demain. Mais voici déjà les grandes lignes avec Thomas Dechamps. Quelle sera la stratégie de vaccination de la Belgique? Elle se précise peu à peu avec des questions et quelques réponses. On fait le point. Avec d'abord la grande question. Quand les premières doses seront-elles disponibles? Le Premier ministre dévoile aujourd'hui une première échéance, début janvier. Ons land zal klaar zijn op het moment dat de vaccins geleverd zijn en goedgekeurd zijn. Zoals het er nu uitziet zal dat vanaf 5 januari zijn. We moeten ons wel bewust zijn van het feit dat 11 miljoen Belgen vaccineren. Dat gaat wat tijd nemen en er zullen bepaalde prioriteiten zijn. Men zal eerst beginnen met bepaalde groepen en daarna een bepaald schema afwerken. Mais alors, qui sont ces publics prioritaires? Dans l'ordre, on sait déjà que le personnel de santé et les résidents de maisons de repos seront les premiers à se voir proposer le vaccin. Suivent les plus de 65 ans hors maison de repos, puis les plus de 45 ans avec des facteurs de comorbidité comme l'obésité ou le diabète, et seulement ensuite le reste de la population. En tout cas, tous ceux qui le souhaitent, ce ne sera pas obligatoire. Autre question, où aura lieu cette première campagne de vaccination? Si à terme le but est d'avoir des centres dédiés accessibles à tous, ce ne sera pas le cas tout de suite. C'est ce qu'a déclaré la ministre wallonne devant les députés de la commission santé. Avant d'organiser des centres de vaccination pour toute la population, ce ne sera pas la première vague de vaccination, elle ne s'exprimera pas comme ça. C'est d'abord d'aller dans les centres d'hébergement, auprès du personnel hospitalier, et donc d'aller sur place pour pouvoir le faire. Reste une question, comment se fera-t-on vacciner? En 1 ou 2 fois? Tout dépendra du choix du ou des vaccins, car il peut y en avoir plusieurs avec des modalités très différentes. Mais une chose est certaine, ce sera gratuit. Oui, vous l'avez entendu, priorité sera donnée aux résidents des maisons de repos et au personnel soignant, ceux qui, sur le terrain, sont directement confrontés à la maladie. Alors, comment appréhendent-ils cette prochaine étape importante, la vaccination? Donc, voyez ces avis de soignants recueillis par Aline Delvoye. Ce service de chirurgie était encore une unité Covid il y a quelques jours. Le personnel était sur le pont aux côtés des malades, une épreuve très marquante pour ces infirmières.
Pour ne plus jamais la revivre, elles le savent, il faudra passer par la vaccination. Le personnel soignant fera partie des personnes prioritaires lorsque les premiers vaccins seront disponibles. On en a déjà discuté entre nous, il y a comme partout des pour et des contre, mais la majorité est quand même pour le vaccin. Parce qu'on n'a pas envie de revivre les deux périodes qu'on vient de vivre, c'était vraiment très très lourd. On a envie que ça s'arrête et que trouver une solution très rapidement et on espère que le vaccin en sera une pour que ça s'arrête. Du côté de la direction, le vaccin est également très attendu. Sur 800 personnes dans le département infirmier, 120 ont contracté le Covid et parfois dans des formes graves. Ici, comme dans le reste de la population, la vaccination ne sera pas obligatoire, mais elle sera vivement conseillée. Je pense qu'à la clinique Saint-Pierre, nous allons vraiment prôner la vaccination massive de notre personnel, sachant que c'est le libre choix de chacun. Je me ferai personnellement vacciner et ayant eu une discussion à ce sujet avec notre directeur médical, le docteur Pierre, lui aussi se fera vacciner. Il n'y a pas que dans les hôpitaux que se pose la question de la vaccination. Dans cette société de 18 infirmières à domicile, une majorité du personnel doit encore être totalement convaincue par les nouveaux vaccins. Donner le vaccin au personnel soignant en priorité, ça paraît tout à fait logique parce que nous sommes des vecteurs de la contagion importants. Donc c'est très bien de protéger d'abord le personnel soignant et puis ensuite les patients à haut risque. Mais quand on touche des personnels soignants, que ce soit des infirmières ou des médecins, il est quand même logique qu'on apporte un certain nombre d'informations et de répondre à un certain nombre de questions. Des questions auxquelles le gouvernement devra répondre par une communication claire. Sans cela, il sera difficile de vacciner au moins 70% de la population pour empêcher la transmission du virus. Et sachez que la Belgique a donné un avis positif au candidat vaccin Moderna. S'il reçoit l'autorisation de mise sur le marché, la Belgique achèterait 2 millions de doses produites par la société américaine. Un bourgmestre doit servir d'exemple. Voilà un petit rappel du ministre wallon des pouvoirs locaux et il s'adresse directement au bourgmestre de Hamoir. L'élu libéral n'a pas forcément l'intention de respecter la bulle de Noël. Il faut récompenser les efforts, dit-il. Jean-Christophe Willems l'a rencontré. Un bourgmestre qui annonce qu'il fêtera Noël avec ses enfants et petits-enfants malgré le confinement, forcément ça ne passe pas inaperçu. Alors nous sommes allés à sa rencontre et il semblerait que la réalité du discours soit un peu différente des phrases chocs prises isolément. Mon seul désir, c'est pour ça que j'ai un peu crié fort, c'est que l'on réouvre la discussion avant Noël. Oui, parce que si on suivait bien, au départ, vous disiez, même s'il y a le confinement, moi je fêterai quand même Noël avec ma famille. Oui, mais il ne faut pas toujours s'arrêter au titre des journaux. Il faut lire les articles et le fond. Et il faut surtout lire derrière les titres ce que l'on veut dire. Je crois qu'ici, le choc, il était purement démocratique. Bien entendu, il n'y a pas eu d'infraction et donc de sanction, même si le ministre de tutelle a tenu à rappeler certains principes. Un bourgmestre a un rôle d'exemple, c'est le premier magistrat de la commune, les gens y font référence et puis surtout il est censé respecter la loi. Donc les propos du bourgmestre concerné sont évidemment malheureux et ils sont contre-productifs, c'est pourquoi je lui ai adressé aujourd'hui une missive rappelant ces principes. Même si aucun cas de Covid n'est signalé depuis plusieurs jours à Hamoir, ce n'est pas pour cela que les habitants partagent tous l'avis du bourgmestre. C'est un bel exemple pour la population. C'est vraiment un bel exemple qu'il montre là. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui. On demande à tout le monde de faire des efforts. On fait des efforts. Mais lui ne montre absolument pas le bon exemple. Pour un homme politique, c'est vraiment pas l'image à donner. Je trouve ça dommage parce que ça donne liberté à tout le monde de faire tout et n'importe quoi. Donc vous allez fêter Noël comment ? Avec un peu plus de monde que nécessaire ? Tout petit peu plus, oui. Donc vous pouvez comprendre les propos du bourgmestre ? Oui, je comprends. Mais sachant qu'on fait attention, vous voyez. La famille, les enfants, en l'occurrence, vont faire très attention ces semaines-ci. Le bourgmestre annonce qu'il suivra bien entendu les règles en espérant que les mesures se soient assouplies d'ici là. Face caméra, c'est en tout cas le discours officiel. Eux aussi réclament l'assouplissement des règles. Je parle des coiffeurs. Leur activité est toujours à l'arrêt. Pas de coupe brushing en vue pour les fêtes. Alors une centaine d'entre eux ont manifesté à proximité du centre commercial Rive-Gauche à Charleroi. Il y avait aussi des esthéticiens et esthéticiennes sur place, des métiers de contact privés d'activité également et qui s'inquiètent pour l'avenir. Je suis inquiète parce que j'ai également une famille derrière moi.
Et puis plus tard, j'aimerais bien me lancer en tant qu'indépendante. Donc du coup, ça me fait extrêmement peur aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Et je n'ai pas envie de mettre fin à exercer mon métier. Nous avons investi énormément pour la protection de nos clients. Nous sommes déjà un métier où l'hygiène est hyper importante. On n'a pas attendu les recommandations pour être propre et hygiénique avec nos clientes et nous-mêmes. Voilà pour ces propos recueillis par Martin Collier. L'actualité ce mercredi, c'est aussi une explosion qui a secoué le quartier des Guillemins à Liège. Une maison s'est effondrée, peut-être à cause d'une fuite de gaz. On compte 7 blessés, dont 2 dans un état grave. Sur place, Natacha Mann. Quelques portes accrochées, voilà pratiquement tout ce qu'il reste de cette habitation. Les images sont impressionnantes et témoignent de la puissance de l'explosion. Une explosion survenue vers 11h50 près de la gare des Guillemins et qui a choqué de nombreux riverains, témoins de la scène. Et en fait, j'étais en train de tout simplement manger et regarder un podcast pour mon cours. Et d'un coup, il y a eu comme un énorme tremblement, une grosse explosion, il y a eu de la lumière et beaucoup de fumée. Et du coup, sur le coup, je me suis demandé ce qui se passait. Ensuite, je suis arrivée à la fenêtre et il y avait plein d'étudiants comme moi qui étaient sur un bâtiment, sur les décombres. Il y avait des cris et c'était horrible. En quelques minutes, pompiers, ambulances, police et même protection civile arrivent sur place. Un périmètre de sécurité est dressé. Un drone et des chiens pisteurs sont mobilisés. Il faut chercher d'éventuelles victimes sous les décombres. Rapidement, nous avons été en contact avec quelques victimes, dont un blessé grave, que nous avons pu évacuer. Et puis alors, nos premières recherches nous ont permis de constater qu'il y avait une personne qui était ensevelie sous les décombres. Nous avons eu de la chance, puisqu'il aurait pu y avoir plus de personnes encore dans ces cours, dans ces bâtiments. La personne ensevelie est consciente, elle sera dégagée et emmenée. Au total, l'explosion fera 7 blessés, dont 2 graves. Reste à déterminer la cause. Le service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs de la Défense est appelé par précaution. Mais à l'heure actuelle, c'est finalement l'incident domestique qui est privilégié. On s'orienterait vers une cause, certainement une explosion due au gaz. Mais voilà, ça reste encore au conditionnel. Puisque toutes les investigations n'ont pas encore été terminées. Afin de ne prendre aucun risque, 23 personnes habitantes de maisons voisines ont été évacuées. Celles-ci pourront regagner leur domicile dès que la stabilité des édifices sera garantie. Une mise en garde. En ce moment, de nombreux jeunes sont victimes d'une arnaque. Des individus leur proposent des rentrées financières plutôt faciles en échange de leurs données bancaires et les comptes servent à blanchir de l'argent sale. Les jeunes sont à la fois victimes et complices. Voyez ce témoignage recueilli par Simon Bourgeois. Ça commence dans un bar à chicha à Bruxelles. Vidal a 20 ans, une soirée avec les copains. 3 inconnus s'installent à leur table, ils sympathisent et c'est le début de l'arnaque. Un des 3 de leur groupe discute avec nous brusquement en nous disant « Hey, les gars, ça vous intéresse de faire du fric? J'aurais juste besoin de ta carte de banque et ton code. » Je lui réponds « Tu vas faire quoi ?» Il m'a répondu « Je vais mettre de l'argent. Tu n'auras aucun souci à te faire. Tout ce que je te fais, c'est légal. » Marché conclu, le lendemain, Vidal se réveille. Il a 9 000 € sur son compte et un message sur les réseaux sociaux avec la suite des instructions. Il me contacte, il me dit à chaque jour, tu vas faire un retrait de 2 500 €. Si la banque te pose des questions, tu leur réponds, c'est pour un achat de voiture. Vidal est devenu ce qu'on appelle une mule financière. Il apporte une nouvelle liasse tous les jours à son contact, avec en échange la promesse de toucher 3 600 €. C'était une période dure pour moi. Je n'avais pas d'argent, je ne travaillais plus, etc. Je me suis dit, ça va me faire de l'argent en plus, sans rien faire. Finalement, Vidal ne touche jamais sa commission. Par contre, il est interpellé par la police. Un scénario classique. Beaucoup de jeunes se font hameçonner sur Internet pour le moment. Avec probablement le fait que les jeunes sont plus connectés, plus en ligne, il y a une recrudescence de cette tentative effectivement de soudoyer les jeunes, de leur proposer de l'argent facile, de gagner rapidement de l'argent. Et là clairement il faut être extrêmement prudent par rapport à tout message, toute demande d'utiliser des comptes bancaires. Les comptes c'est personnel, on l'utilise pour soi-même et on n'ouvre jamais ça à qui que ce soit et a fortiori pas à un inconnu. Parce qu'en prêtant son compte, la jeune victime devient complice de fraude. La justice en a d'ailleurs condamné plusieurs cette année, dont Vidal.
À suivre dans ce journal, une démonstration de force des unités spéciales de la police, des unités qui réclament du renfort. De superbes images pour une terrible réalité. Ces pirogues deviennent les coquilles de noix qui chaque jour transportent des Sénégalais désireux de rallier l'Europe dans un voyage à très haut risque. Enfin, l'histoire d'une passion salvatrice. Eric est éleveur de bovins et son amour pour les bêtes a contribué à sa guérison après le Covid. Et d'abord, ces images de recueillement à Trèves, en Allemagne. Un hommage aux 5 personnes, dont un bébé, qui ont perdu la vie hier lorsqu'un chauffeur fou a balayé une rue piétonne du centre-ville. Le chauffard, un homme de 51 ans, était fortement alcoolisé au moment des faits. Il a été placé en détention et il devra répondre d'homicide et de tentative d'homicide. Aux États-Unis, Donald Trump n'a même pas encore quitté la Maison-Blanche qu'il évoque déjà son retour. Le président sortant en a parlé ouvertement devant des responsables du Parti républicain. Regardez cette petite vidéo filmée par une des représentantes du parti. Voilà, une allusion à une candidature en 2024. Et en attendant, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Mais sur ce coup-là, le voici lâché par l'un de ses plus proches lieutenants. Pour en parler, nous rejoignons Pauline Simonet à Washington. Bonsoir Pauline. Ce proche de Trump, c'est le ministre de la Justice et il ne soutient pas du tout la thèse de la fraude lors de l'élection présidentielle. Effectivement, et William Barr, ultra-conservateur, très aimé au sein du Parti républicain, c'est sans doute l'un des principaux poids lourds du gouvernement, et le voici qui ose contredire le président sur les élections. Et c'est d'autant plus surprenant que William Barr a suivi depuis des mois corps et âme le président dans toutes ses déclarations. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le ministre de la Justice affirme que son ministère a fait une enquête approfondie et qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve de fraude massive qui pourrait inverser le résultat des élections. Et non, Donald Trump, ce n'est pas vrai. Les machines n'ont pas été truquées, programmées pour inverser le résultat des élections. Donc voilà ce que dit le ministre de la Justice. C'est un revers pour le président. Et pourquoi est-ce que William Barr ose ainsi prendre la parole maintenant? C'est non seulement parce que Donald Trump fait bien son dossier judiciaire est vide, c'est aussi parce que le climat devient de plus en plus délétère, de plus en plus violent à l'intérieur même du Parti républicain. Rendez-vous compte, certains élus républicains de Géorgie notamment affirment qu'ils reçoivent des dizaines et des dizaines de menaces de mort chaque jour de la part de fanatiques du président parce qu'ils n'ont pas réussi à inverser le résultat des élections. Donc atmosphère extrêmement lourde. On va voir maintenant ce qu'il va advenir de William Barr, de ministre de la Justice, et puis aussi on va voir si d'autres républicains vont oser maintenant prendre leur distance avec le président. Pauline Simonet à Washington, merci à vous Pauline. Direction le Sénégal à présent avec les témoignages de ceux qui sont prêts à tout pour rejoindre l'Europe. Ces derniers mois, ils sont des milliers à avoir tenté de traverser la mer jusqu'aux Canaries. 1500 km de voyage périlleux. Quentin Warlop. Mbour. Ces derniers mois, les départs se multiplient sur cette route de l'immigration extrêmement dangereuse. 1500 km séparent le Sénégal des côtes espagnoles des Canaries. Entre 7 et 10 jours de traversée. Nous avons dénombré plus de 480 morts. Vous imaginez, les jeunes à fleur de l'âge, c'est aberrant même, c'est de la suicide même. Dans cette famille, ils sont 2 à être partis. 2 fils, morts en mer tous les 2. Mon mari conduisait des charrettes. Jamais je n'ai pensé qu'il allait partir. S'il me l'avait dit, je l'aurais retenu pour qu'il reste avec moi. Malgré tous ces drames, il y a toujours autant de candidats au départ pour l'Europe, notamment parce que le chômage explose. Ici, la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus a fait fuir les derniers touristes. Même si ce n'est pas une pirogue, même si c'est juste un panier sur la mer, je monte dedans pour aller en Espagne. C'est là-bas le rêve, c'est meilleur qu'ici. Les gens sont partis, ils ont réussi. Des départs motivés par des vidéos sur les réseaux sociaux, envoyées par ceux qui ont réussi la traversée. Tout profit pour les passeurs. Eux surchargent les pirogues par appât du gain. Chaque tentative leur apporte 4 à 500 € par personne, une fortune au Sénégal. On prend des gens sur des petites pirogues pour les emmener sur des grandes pirogues au large. Sinon tout le monde saura, en les voyant partir, que ce sont des clandestins. Comme ça les gens pensent qu'on est des pêcheurs. Au Sénégal, une pirogue sur 3 échouerait dans sa tentative de traversée. En quelques mois, 500 migrants sénégalais ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe.
Des nouvelles de ce professeur de la VUB condamné à mort en Iran. L'homme est un médecin à la double nationalité suédoise et iranienne et il est emprisonné depuis 2017 en Iran, son pays d'origine. On apprend aujourd'hui que son ordre de transfert pour une exécution a été reporté. Thibaut Deplanque et Esmeralda Labi. Tous les jours, de 10h à 16h. Il se relaie devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles. 4 personnes, pas plus, mesure anti-Covid oblige. Leur but, faire pression sur Téhéran. Surtout pression politique, pression par Nations Unies, par l'Union européenne et l'État belge. On peut avancer dans ce dossier-là. L'avocate du professeur vient d'ailleurs d'apprendre que l'exécution de son client avait été reportée, signe peut-être que les pressions internationales jouent en faveur de l'universitaire. Son épouse a pu parler avec lui il y a quelques jours par téléphone. L'homme ne va pas très bien. La semaine dernière, Sophie Wilmès, notre ministre des Affaires étrangères, a demandé aux autorités iraniennes d'annuler la sentence, rappelant que la Belgique est contre la peine de mort. Les autorités belges et européennes suivent le dossier de près. Certains estiment que ce n'est pas assez. Les échos que nous en avons ne nous montrent pas une énergie démesurée à essayer de faire pression sur les autorités iraniennes, malheureusement. Nous ne pourrons pas entretenir des relations correctes, suivies, avec un gouvernement qui respecte aussi peu les droits fondamentaux des citoyens iraniens d'abord et européens ensuite. En 2017, l'Iran a condamné Ahmadreza Djalali à la peine de mort pour espionnage et assassinat en faveur d'Israël. Son procès a fait l'objet de nombreuses critiques. Ses aveux auraient été obtenus sous la torture. Pour son épouse, Téhéran utilise cette affaire pour libérer un diplomate iranien actuellement jugé en Belgique pour planification d'une attaque terroriste. Seule une grâce du président iranien peut sauver le docteur Djalali. Une démonstration de force cet après-midi à Bruxelles. Les unités spéciales de la police fédérale recevaient la visite du Premier ministre et de leur ministre de tutelle, l'occasion de réclamer des effectifs pour leurs nombreuses missions. On voit cela avec Stéphanie Lepage. La prise d'otages est en cours. Les unités spéciales de la police fédérale sont en approche. Il s'agit en fait d'un exercice, à l'image du travail de ces policiers qui combattent le terrorisme, mais aussi le grand banditisme, le trafic de stupéfiants ou encore la traite des êtres humains. Vous étiez combien à l'intérieur? Les unités spéciales comptent aujourd'hui 575 personnes. Il en manque 90 pour être au complet. Nous sommes à la recherche des profils très spécifiques. C'est un ensemble, la DSU c'est un ensemble, donc nous avons besoin des techniciens, des gens qui sont actifs dans l'ICT, mais aussi des gens qui sont en très bon état physique, des gens qui savent faire des observations, des surveillances, donc un peu de tout quoi, donc des spécialités, et ça sont vraiment des profils qui ne sont pas toujours faciles à trouver. D'ici peu, les unités spéciales vont recruter 50 personnes au sein de la police intégrée, mais aussi parmi les civils, au profil plus technique. Un renfort d'effectifs soutenu par le nouveau gouvernement. La ministre de l'Intérieur était en visite ce midi afin d'évaluer les besoins. On va investir beaucoup dans la police. Il y a un budget supplémentaire qui est prévu pour cela. Et le budget va être utilisé pour les ressources additionnelles, les effectifs, aussi bien pour les unités spéciales, et puis aussi pour les moyens techniques, électroniques dont ils ont besoin pour faire leur opération. La criminalité organisée évolue rapidement. Pour y faire face, les équipes ont besoin de plus de moyens, notamment technologiques. La technologie se situe dans plusieurs domaines. Il y a effectivement l'interception de la télécommunication. Là, c'est un défi immense. C'est incroyable. Et surtout la vitesse avec laquelle on évolue. Il y a le 5G qui va arriver et que tout le monde va s'en servir. Mais à côté de ça, il y a des autres domaines. Il y a la photographie, il y a l'audio, il y a un peu de tout. En 2020, les unités spéciales de la police fédérale sont déjà intervenues sur 55 Fort Chabrol et 2 prises d'otages.
Parlons santé avec un soulagement pour les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique. Le voici davantage reconnu comme une maladie. Et Sarah Hendricks est allée à la rencontre d'une patiente qui a fait de cette reconnaissance un véritable combat. Fanny Mariage est atteinte du syndrome de fatigue chronique. Depuis 8 ans, cette dentiste se bat au quotidien contre ces difficultés invisibles pour les yeux. C'est une fatigue constante, avec des moments où il y a une accalmie, c'est-à-dire qu'il y a un petit bond d'énergie qui arrive, et puis tout à coup, la batterie, l'énergie, elle est partie. Et à ce moment-là, c'est très difficile parce qu'il me faut un très long temps de récupération. Problèmes de sommeil, malaise après effort, difficultés de concentration, le syndrome de fatigue chronique est très invalidant, mais il est souvent mal reconnu. Il y a eu très peu de personnes qui ont pu comprendre, parce qu'en fait, c'est pas compréhensible, quoi. Elle ne sait pas se lever, elle est fainéante, elle ne veut pas aller au travail, elle a une dépression, elle a un burn-out, enfin bon, toutes les questions qui peuvent se poser autour de ce syndrome. Pour y remédier, le Conseil supérieur de la santé vient d'émettre une série de recommandations. Objectif, éviter la stigmatisation des patients et mieux comprendre ce syndrome difficilement détectable avec une prise de sang ou une radio. Il est peut-être mal compris, mal perçu, mal enseigné aussi, parce que je pense que c'est le grand problème. Hein. Je veux dire, si les médecins en formation ne reçoivent pas d'enseignement sur ce problème-là, probablement que la perception n'est pas correcte, on va dire. Il aura d'ailleurs fallu 8 ans de procès à Fanny pour faire reconnaître la maladie par son assureur. Il y a des médecins qui n'ont pas voulu écouter ni ma douleur, ni la souffrance, ni le vécu au quotidien. Et je trouve qu'actuellement, ce n'est plus admissible. Fanny a tenu le coup grâce au soutien indéfectible de ses proches, mais elle espère que dorénavant, les patients n'auront plus à traverser ce parcours du combattant. Une autre rencontre touchante avec Eric. Il est éleveur de bétail en province de Liège. Il a été durement touché par le coronavirus et sa force, le courage de s'en sortir, il les a puisés dans l'amour de sa famille et dans la passion pour ses bêtes. Son histoire avec Marc Mélon. Éric Cardin est éleveur de bétail à Ologne-sur-Gers, près d'Ouarem. Le 11 avril dernier, il est admis à la clinique du Mont-Léogien à Liège. Il est atteint par le coronavirus et passe près de 50 jours à l'hôpital, dont 21 aux soins intensifs. Je n'ai aucun souvenir. J'ai demandé le samedi pour partir parce que ça n'allait plus du tout, je n'arrivais plus à respirer. Donc l'ambulance est venue me chercher et j'ai vu ma famille... à qui j'ai dit à tantôt, et puis plus rien. Nathalie Grégoire est médecin au CHC. Après le passage d'Éric Cardin aux soins intensifs, elle l'accueille au sein de l'unité post-Covid de revalidation. Elle se souvient parfaitement de ce patient gravement atteint par la maladie qui voulait rentrer chez lui pour s'occuper de ses vaches. À côté du soutien psychologique de la famille, des soins médicaux, il y a cette exploitation agricole avec ces nombreuses bêtes qui vont être un moteur dans le processus de guérison. À la ferme Cardin, il y a 200 têtes de bétail. Il faut continuer à s'occuper des animaux. Plusieurs naissances sont prévues. C'est le fils de l'éleveur, occupé professionnellement dans une entreprise, et son cousin qui retroussent leurs manches. Quand j'avais une hésitation, je prenais mon téléphone, je sonnais jusqu'à ce que quelqu'un me réponde. Et ceux qui ne répondaient pas me rappelaient directement parce qu'ils savaient bien que j'avais besoin d'eux, donc voilà, je les remercie. Ça vous donne envie de devenir agriculteur ? Non, j'étais déjà sûr de ne pas vouloir le faire, et là, c'est trop contraignant quand c'est pas sa passion. Non, ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'Éric Cardin rentre chez lui à la fin du mois de mai, les voisins sont fous de joie. Lui est très affaibli. Au début, il se déplace péniblement. Après quelques semaines, il prend de l'assurance. À côté des soins apportés par un kinésithérapeute, il utilise sa fourche pour se remuscler. J'ai dû charger un silo de maïs de 80 tonnes qui était mis à un endroit où je ne savais pas le prendre parce qu'il n'y avait pas de béton en dessous. Et j'ai chargé tout ça à la main et je me suis dit de jour en jour que ça me faisait du bien parce que je sentais mes forces qui revenaient, quoi. Aujourd'hui, après tous ces efforts, Éric Cardin est heureux au milieu de son bétail. Ce sont mes vaches,
c'est grâce à elles que j'ai remonté la pente de cette manière-là, je pense. Parce qu'elles m'ont permis de penser positivement, parce que c'est ma vie. L'épouse et les enfants d'Éric Cardin sont admiratifs devant le rôle joué par les soignants. Ils ont été super, que ça passe d'allumer un téléphone, d'installer une application, d'apporter les petits cadeaux qu'on avait, d'attacher les affiches au mur, ce genre de choses. Tout est passé par eux tout le temps. Utiliser la tablette, mettre les vêtements dans les armoires, des choses qu'on voudrait faire pour un proche qui souffre, et ben nous on ne pouvait pas le faire. Il faut maintenant tourner la page pour en écrire une autre. L'an prochain, Éric Cardin a bien l'intention de décrocher un prix au concours bovin d'Ologne-sur-Gers. Et voilà qui referme ce journal. À suivre la météo de Caroline Dossogne. Et avant cela, le menu de l'émission. À votre avis, très belle soirée à vous et à demain. Merci.